Bonsoir, merci d'être là, merci d'avoir un petit peu attendu avec nous. On attendait un petit peu que tout le monde arrive. Donc nous accueillons ce soir deux photographes qui travaillent ensemble, Anne Favret et Patrick Manez, pardon. Et puis Christine Vidal va discuter avec eux. Anne Favret et Patrick Manez se sont rencontrés à la Villa Arson à Nice et ont étudié à l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles. Ils ont ensuite décidé de travailler ensemble et de mener conjointement une pratique de photographe d'architecture et une pratique artistique plus personnelle. Ils ont travaillé pendant 10 ans pour l'agence de presse Archipresse, pour des éditeurs, des architectes, des magazines, à Paris puis à Marseille, tout en développant leurs propres projets. Ils ont débuté leur travail collaboratif par une série photographique sur des paysages d'autoroute, avec une parution dans le récent ouvrage de Michel Poivert, 50 ans de photographie française de 1970 à nos jours. Leur œuvre s'attache à explorer le territoire urbain dans sa complexité et se déploie sous forme d'expositions et de livres. En 2000, ils deviennent professeurs d'enseignement artistique. Au fil des expositions et des livres, ils utilisent la photographie comme outil d'exploration du voir, les récits photographiques qu'ils construisent pouvant être structurés par une traversée, une topographie, une cartographie, une fiction ou une histoire, comme on le verra tout à l'heure avec Europe, le plan B. Ils ont publié différents livres d'artistes, dont un certain nombre sont ici, vous pouvez consulter. Le dernier étant L'air de rien, l'air avec un E à la fin, avec un texte de Bruce Bégou, aux éditions de l'Air des livres, donc en 2022. Ils ont participé aussi à d'importantes commandes publiques, notamment celle de l'Observatoire photographique national du paysage, avec un travail sur Montreuil, conduit de 1997 à 2020, et qui a été montré dans l'exposition Paysages français, une aventure photographique 1984-2017, à la Bibliothèque nationale. Leurs photographies sont présentes dans de nombreuses collections publiques et privées. Christine Vidal est co-directrice du BAL, lieu indépendant d'exposition, d'édition, de réflexion et de pédagogie, dédié à l'image contemporaine sous toutes ses formes. Photographie, vidéo, cinéma, nouveaux médias. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le BAL, il est situé près de la place de Clichy. Et en ce moment, on y voit une exposition d'une jeune artiste polonaise qui s'appelle Joanna Piotrowska, et c'est jusqu'à la mi-mai. Merci. Christine Vidal a créé et dirige depuis 2008 la Fabrique du regard. C'est un pôle pédagogique qui forme chaque année 1500 jeunes de 6 à 20 ans à devenir des regardeurs actifs dans une logique citoyenne. Dans ce prolongement, elle a conçu Ercilia, plateforme numérique d'éducation à l'image. Je vous renvoie au site Ercilia, lancé en 2016, et c'est un outil qui est mis à la disposition des enseignants et des jeunes par le ministère de l'Éducation nationale. Christine Vidal élabore par ailleurs la programmation transversale du BAL autour des expositions en organisant séminaires, colloques, rencontres, concerts, performances, cycles de cinéma. Elle dirige aussi la collection Les Carnets du BAL aux Presses du Réel, en partenariat avec l'École des hautes études en sciences sociales et le Centre national des arts plastiques. Cette collection explore les enjeux de l'image contemporaine au travers d'interventions inédites d'artistes, d'historiens, de philosophes et d'anthropologues. Je vous laisse la parole pour présenter la façon dont la soirée se déroulera. Merci beaucoup. Donc vous pourrez prendre la parole, si vous le souhaitez, à la fin. Bonsoir à tous. Merci à Aude Maté pour cette proposition de conférence Projection d'Emma. Merci à Christine Vidal de présenter et d'être commentatrice. Et merci au public d'être ici. On a choisi dans un premier temps en fait, de vous plonger dans le noir complet et de vous laisser regarder complètement librement une partie de la série qu'on a choisi de vous montrer, qui s'appelle donc Europe, le plan B.
Et suite à effectivement cette première partie où vous allez découvrir le travail, ou redécouvrir en grand format le travail d'Anne et Patrick, bien entendu, on va rentrer en discussion sur cette série plus précisément, mais en revenant, en faisant des allers-retours avec également les autres œuvres que vous avez pu développer. Voilà un peu pour le programme de cette discussion. À tout de suite, merci.
Alors, on vient de voir une succession d'images qui appartiennent à une même série, qui, pour la plupart, ont été réalisées, enfin toutes ont été réalisées entre 2009 et 2022. Ce sont des images, comme vous avez pu le constater, qui abordent le tissu urbain, l'espace public, les vues sont en extérieur. Les lumières semblent différentes et pour autant, rien ne nous permet de réellement distinguer ou d'identifier précisément ces villes à quelques indices près, à savoir les inscriptions sur les murs, peut-être les tags sur certains monuments, et pour autant, peut-être une difficulté à identifier clairement ces villes. Alors là, voilà, maintenant vous avez plus le programme issu de cette série. Et peut-être la première question qui me vient pour aborder, pour rentrer dans cette série, c'est que Anne et Patrick, vous avez dès 2005 imaginé peut-être une idée de ce que pourrait être cette série. En tout cas, c'est une série qui s'enracine dans un contexte initial politique, social, économique particulier. Peut-être pourriez-vous nous donner l'origine, en tout cas, et l'idée de cette série. En fait, le travail a été pensé après donc ce vote pour la Constitution européenne en 2005, où les gens avaient voté non. Et à l'époque, il était question d'un plan B pour l'Europe, politiquement, moins libéral, etc. Et même à l'époque aussi, il y avait eu un canard, un journal qui était sorti, qui s'appelait Le Plan B. Nous étions dans une recherche, enfin toujours dans notre travail autour des villes et de l'espace urbain. On avait initié un travail qui s'appelait Métroplex, où on travaillait vraiment sur la ville, un peu la ville-monde. L'idée que la ville avait complètement pris le pas sur toute autre organisation et que finalement voilà, 80% des gens qui vivent sur cette planète vivent dans des villes. Et on avait une difficulté avec ce travail, puisque on était parti dans une sorte de quête infinie d'images pour parler de cette situation. Et il y avait aussi dans notre idée la volonté d'essayer de parler du territoire européen autrement que dans une vision toujours trop progressiste, ou qui allait vers quelque chose qui nous emmenait vers des images qui ne nous convenaient pas. Donc ces deux choses se sont rassemblées autour d'une idée un peu oulipienne, de se dire qu'on allait uniquement photographier dans chacun des pays européens une ville qui commence par la lettre B. C'était un joke au départ, c'était une sorte de plaisanterie entre nous, et on a commencé à réfléchir un peu plus sérieusement, d'autant plus qu'on avait commencé par Berlin. On a fait beaucoup d'images sur la ville de Berlin donc dans le cadre de notre travail Métroplex, et c'est apparu comme étant la première pierre à l'édifice qu'on a ensuite constitué. L'idée sur Berlin est apparue pour nous comme on connaissait bien la ville, on l'avait beaucoup explorée, on avait décidé. Alors je ne sais pas si j'envoie directement sur le protocole. Là, du coup, on commence à regarder en fait Berlin. Il y a donc par rapport au projet, il y a donc Métroplex. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a cherché, on voulait travailler sur ce territoire européen, mais on avait une difficulté à trouver une échelle, une façon de l'aborder. Et cette lettre B, ça nous a permis, en fait, d'aller chercher des villes sur lesquelles qu'on n'aurait jamais eu l'idée de photographier. Et il y a un autre projet également qui était important, c'est le travail qu'on a fait sur Montreuil, dont Aude a parlé tout à l'heure. Donc c'était une commande en fait ministère de l'Environnement, et c'est une commande où il y avait donc 2 ans de prise de vue sur la ville de Montreuil, et où on avait adopté un protocole de prise de vue très strict pour pouvoir répondre à la commande, puisqu'il fallait rendre 100 points de vue.
Et du coup, on s'est dit, pour rester libre dans notre façon de photographier, on part du plan de Montreuil, on a tracé 100 intersections et on a fait une photo à chaque intersection. C'était pas du tout un travail conceptuel parce que ça nous indiquait en fait l'endroit où on se projetait, mais après on tournait, c'est-à-dire qu'on n'avait pas un axe de lumière. Et ce protocole, en fait, il est très présent dans chacune des villes, c'est-à-dire que chaque fois qu'on aborde une ville, avant, on sait pourquoi, parce qu'il y a un contexte historique, parce que c'est une ville qui commence par la lettre B, mais également qui concentre un petit morceau de l'histoire européenne. Et avant de partir, par exemple, on sait qu'on va travailler sur les monuments à Berlin aussi bien à l'est qu'à l'ouest. On sait qu'on va travailler sur le passage pour Birmingham au tertiaire. Enfin, on va le développer, mais voilà. Donc ça veut dire effectivement que, outre cette idée oulipienne de choisir une ville qui commence par la lettre B, il y a au départ une prévisualisation, il y a un imaginaire qui se met en route sans avoir forcément connaissance sur le terrain du réel auquel vous allez vous confronter. Alors, il y a un peu une exception dans cette série, c'est ce que vous disiez, Patrick, à savoir Berlin, vous la connaissiez, cette ville, mais pour autant, vous avez abordé une autre méthode que pour Metroplex, à savoir là où c'était du format moyen, il me semble. C'est une série que vous avez commencé en 2007 jusqu'en 2012. Vous avez donc sillonné plusieurs villes en Europe, aux États-Unis. Vous vous êtes intéressé un peu à une architecture du commun, c'est-à-dire une architecture assez ordinaire, alors que là, dans la série L'Europe, le plan B, vous avez quand même changé votre méthode et votre stratégie. À savoir autant au niveau de l'utilisation finalement de l'appareil photographique, peut-être que vous pourriez développer ce point, et puis également dans la manière d'approcher chaque ville, non pas de manière conceptuelle en se disant voilà, chaque ville on va procéder selon un même protocole, mais au contraire, comme vous le disiez Anne, on va s'appuyer sur l'histoire de la ville en question, sur son organisation urbanistique. Donc il y a en tout cas il y a deux volets, peut-être il y en a plus, mais en tout cas deux volets qui ancrent votre méthode et votre stratégie par rapport à cette série. Donc avant peut-être de regarder plus précisément chacune des villes, nous indiquer voilà, quels sont ces deux axes, donc la méthode, l'appareil photographique, le choix, et peut-être voilà, la manière d'aborder comment vous alliez rentrer dans chacune des villes. Le travail sur Metroplex, c'était un travail effectivement d'instantané urbain. On était partis donc chacun avec son appareil et on explorait comme ça la ville. On était revenu à une sorte de pratique avant Metroplex. On faisait essentiellement de la photographie à la chambre, ensemble, ce qu'on avait pratiqué en professionnel, en photographe d'architecture. On l'avait adapté pour nos projets. Et c'est vrai que Metroplex, c'était une vision beaucoup plus libre, une volonté de sortir du carcan du trépied, d'aborder vraiment à la fois l'urbain et les gens. Donc c'était quelque chose voilà, beaucoup plus libre dans la méthode. Après, la méthode sur les villes ensuite, sur le plan B, on est revenu donc à un travail effectivement de chambre, puisque en fait on avait déjà en quelque sorte dans l'idée était très précise de ce qu'on voulait obtenir, de ce qu'on voulait, ce qu'on allait chercher dans les villes qu'on connaissait ou qu'on ne connaissait pas à la base. Sur Berlin, l'idée, c'est après quelques discussions avec des amis à Berlin même, qui nous faisaient part du fait que les Berlinois étaient très concernés par leur ville, très concernés par l'histoire de cette ville, concernés par l'architecture et l'urbanisme. Et en fait, on avait remarqué aussi la présence de ces monuments. Il y a différents types de monuments,
3 mots pour désigner les monuments en Allemagne, Ehrenmal, Denkmal et Mahnmal. Alors chacun a un sens assez précis. Et nous, visuellement, ce qui nous intéressait dans cette ville qui est assez étendue, on n'a pas un tissu urbain aussi dense que dans d'autres villes, c'était justement la présence de ces monuments et surtout leur implantation dans l'espace qui est alentour. C'est pour ça qu'on a choisi de travailler sur une forme de panoramique cinématographique, puisqu'on n'a pas du tout fait le raccord entre les deux images. On ne voulait pas obtenir un panoramique photographique qui refasse le lien entre les deux images. On a créé cette césure volontairement, ces petits décalages de raccord, justement. Et ce qui nous intéressait, justement, c'était de mettre le monument au centre et de balayer l'espace autour. Donc le protocole était assez précis. On a vraiment pris nos livres d'histoire, nos cartes, et puis on a relevé tout ça et on a fait vraiment le travail de cette manière. On part souvent des cartes, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'avant de se projeter dans le paysage, puisque la plupart du temps on ne connaît pas les villes, c'est par la carte qu'on l'aborde. En l'occurrence pour Berlin, on avait trouvé une carte où tous les monuments étaient référencés. Et si on s'y intéressait, c'est parce qu'en faisant Métroplex, on s'était bien rendu compte qu'en fait, même dans les livres, dans les guides, il y avait la question... La mémoire était traitée de manière très différente entre l'Est et l'Ouest. Il y avait la question du palais de Hohenzollern aussi. Le palais du peuple, en fait, était détruit ils voulaient reconstruire le palais de Hohenzollern. Donc voilà, le point de départ, il a été là. Moi, je voulais juste te dire quelque chose qui concerne toutes les séries, c'est qu'en fait, on est toujours dans l'espace public. Il n'y a absolument aucune image qui est faite dans un endroit privé. Et l'approche du paysage, elle doit pouvoir être empruntée par tous, quoi. C'est un peu aussi la base de notre travail en général en même temps. Là, le dernier livre qu'on a fait sur la période du confinement, qui s'appelle L'air de rien, il y a toujours cette idée, en fait, que finalement, c'est par la photographie qu'on révèle des choses, mais que tout est intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que le plan B, ça marche bien, puisque... finalement, on n'est jamais tombé sur une ville inintéressante, même si quelquefois on avait très peu le choix. Parce que par exemple en Grèce, en gros, il n'y en avait qu'une, c'était Beroia. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ça, c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que vous photographiez les lieux accessibles à tous, c'est-à-dire qu'on pourrait nous-mêmes aller sur vos traces, comme les touristes vont sur les traces également des monuments, et à la fois vous construisez ce point de vue, ce regard sur Berlin, sur les monuments. Si on peut revenir en arrière et notamment montrer la diversité des monuments, parce que si vous connaissez Berlin, vous vous êtes vous-même attaché à différents types de monuments, certes la plupart liés au contexte de la Seconde Guerre mondiale, mais il y a également une autre photographie qui fait référence à la guerre d'Espagne. Je ne sais, il me semble que vous l'avez sur... Voilà, voilà. Donc ça, si on s'arrête sur cette photographie, elle est assez étonnante par rapport à la série liée à Berlin, parce que vous choisissez d'emblée de photographier ce monument par l'arrière et pas de manière donc frontale. Et d'autre part, vous choisissez, comme pour toute la série, non pas de fixer le monument, mais au contraire de l'inscrire dans le tissu urbain. Et on voit, selon les photographies, justement, eh bien, la place que ces monuments ont encore aujourd'hui. Un peu plus tard, je crois que c'est Prince Louberg, on voit le monument de Lénine tagué. Donc on voit aussi, rien que par les photographies, voilà, la manière dont les habitants peuvent, voilà,
travailler ou en tout cas vivre avec leur histoire, mais aussi l'histoire bien entendu européenne. Et puis avec aussi un choix délibéré, pardon Patrick, après je vous laisse la parole, sur le fait de régulièrement, pas dans toutes les photographies de Berlin, mais la plupart, le monument lui-même est coupé par cette césure. Vous vouliez Oui, en fait, je voulais rajouter que en fait, c'était aussi une impression visuelle. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, cette idée, elle nous est pas venue comme ça, in abstracto, en fait, en y pensant simplement. C'est-à-dire qu'on marchait et quand on tombait sur le Rothfront, par exemple, sur ce monument au milieu d'un espace très vide avec quelques bâtiments d'habitation tout autour, on avait le sentiment que le monument s'était posé là comme ça. Il y avait une espèce de disjonction entre le monument et l'espace dans lequel il se trouvait. On n'était pas dans le centre-ville, on n'était pas dans des lieux très très représentatifs de la ville. Et ça aussi, ça nous intéressait beaucoup en fait, hein, cette idée que ça crée autour du monument, cet espace. Hein, c'était vraiment ça qu'on essayait de capter aussi. Alors tout de suite, bien entendu, nous vient alors un concept développé par Pierre Nora, bien entendu, c'est-à-dire un territoire mémoriel, une photographie mémorielle et des paysages justement qui joue de la mémoire. Il est vrai que cette césure qui se trouve au centre généralement des bâtiments peut faire appel par métaphore à beaucoup de sujets, c'est-à-dire notre rapport à l'histoire et comment l'Allemagne, et puis on aura l'occasion d'en reparler avec Boulogne tout à l'heure, comment donc les Allemands et les Européens font de ce passé qui a été un trou noir pendant de très longues années en Allemagne. On peut y voir bien entendu également la césure des photogrammes cinématographiques d'un point de vue beaucoup plus formel, mais effectivement on peut ne pas s'empêcher, ou en tout cas personnellement, d'y voir justement ce point aveugle d'une histoire culturelle, sociale, qui encore aujourd'hui, bien entendu, agit dans le contemporain. Alors je ne sais pas si vous aviez pensé à ça au départ, sur ce jeu de diptyque, ou alors, en fait, je pense que ce qui est important, c'est que nous, on travaille dans l'espace, forcément, on est photographe, on ne fait pas du cinéma, donc on n'a pas le temps qui s'inscrit... Même si on passe beaucoup de temps, parce qu'on a une pratique qui est longue, du fait qu'on travaille à la chambre, et aussi parce qu'on le veut aussi. Hein. Et c'est vrai que, par exemple, dans celle du mur, moi, ce qui m'intéresse dans cette série, c'est qu'au bout du compte, c'est comme si on avait deux temps, en fait, dans le diptyque. On a le temps où le mur a été tagué, mais on a un temps où apparaissent les publicités. Donc la césure, elle est à la fois spatiale et temporelle. Puisque de toute façon, dans l'ensemble du plan B, on a toujours un peu cette présence on est entre deux moments. Quelquefois, parce que c'est vraiment le sujet qui l'appelle, en ce qui concerne Berlin, mais par exemple en ce qui concerne le projet sur Birmingham, où la ville, qui était une ville de fabrique, passe au tertiaire, et où le moment où on est allé, c'était le moment où ils étaient en train de faire les travaux de reconversion, en quelque sorte. Mais du fait qu'on s'intéresse aussi à des villes qui existaient bien avant l'Europe, hein, mais il y a, ça c'est 4e siècle, donc il y a toujours un pas qui est dans l'histoire et une projection, puisque c'est des territoires qui sont travaillés, quoi. Et nous, c'est ce qui nous intéresse. Après, moi, ce que je voudrais insister sur le fait que, comme on travaille à deux aussi, on a besoin d'un protocole avant d'envisager de faire un travail. Donc, ce protocole, donc ce plan B, hein, cette lettre B pour les villes, donc ça nous guide dans un choix très précis, hein, du point de vue des villes, mais c'est aussi, ça nous oblige aussi à travailler en amont beaucoup dans le choix qu'on va faire des villes. C'est-à-dire que, il est évident que pour l'Allemagne, le choix de Berlin, ça tombe un peu sous le sens. On va voir ensuite Bruxelles. Mais à chaque fois, on essaye de trouver une autre axe d'approche, hein, puisque en fait, un
une des raisons aussi qui nous a fait laisser tomber en quelque sorte Métroplex au profit de ce projet, c'est que on avait besoin aussi de structurer les séries qu'on allait réaliser sur l'Europe autour d'un protocole pour chaque série, pour chaque ville qu'on allait photographier. Là, sur Bruxelles, on est parti de l'idée que Bruxelles est une ville où il y a différents types de populations. On a une population d'eurodéputés ou de gens qui sont liés à l'Europe. Et puis, il y a tout un tas d'autres populations qui sont là installées dans cette ville. Et on a décidé, suite à un article qu'on avait lu dans le Monde diplomatique qui expliquait un peu les différentes populations qui se trouvaient dans Berlin, de travailler autour dans Bruxelles, de travailler autour de ces différentes communautés, autour des magasins liés à ces communautés, des endroits ou des restaurants grecs ou des restaurants indiens. Et on a pris, là, pour le coup, avant même d'y aller, l'idée qu'on allait photographier entre chien et loup, ce qui nous permettait donc de ne pas avoir l'éclairage urbain allumé, mais d'avoir l'intérieur des boutiques allumées. Donc on créait une sorte de focus comme ça, lumineux, sur chacun des endroits qu'on voulait photographier. C'est un petit clin d'œil à Magritte aussi. Et c'était aussi l'idée aussi d'être dans ce travail entre la nuit et le jour qu'on voit dans les tableaux de Magritte, dans certains tableaux de Magritte. Ou de Hooper aussi, on pourrait penser. Et il est vrai que donc comme vous travaillez à deux, donc il y a de la négociation, il y a de la discussion, il y a de l'imaginaire qui se met en route. Et vous m'expliquiez la dernière fois, voilà une prévisualisation, c'est-à-dire que d'emblée, vous pensez aussi au rapport à la lumière, que ça soit pour Berlin, que ça soit pour Bruxelles ou les autres villes que nous allons découvrir. Donc ça, c'est aussi quelque chose. Alors, vous disiez, Anne, on n'est pas du tout des cinéastes. Et pour autant, la manière dont vous vous positionnez par rapport au sujet, avant de vous confronter au réel, avant d'arpenter physiquement la ville, parce que vous l'éprouvez, cette ville, vous avez déjà cet imaginaire, voilà, de couleurs, de lumière qui s'élabore. Alors peut-être, là, vous expliquiez, voilà, Magritte, Hooper, mais peut-être pourriez un peu plus encore disons développer. qu'une fois qu'on a trouvé le sujet, donc la ville sur laquelle on va travailler, on commence, alors chacun finalement commence à imaginer le type d'image qu'on va pouvoir faire, et c'est vrai qu'on s'en parle, on va confronter même des références, on s'appuie sur des livres, mais disons que les livres, c'est pas les livres qui vont nous amener à imaginer les images, parce que malgré tout, on est dans un travail où il n'y a pas d'artifice, d'accord, on est dans une photographie où tout est net, il n'y a pas de retouche, il y a un côté qui est un peu brut en fait dans nos images, même si on travaille à la chambre. Mais par contre, on sait, avant de partir, tant qu'on n'a pas trouvé la lumière dans laquelle on va travailler, donc tant qu'il n'y a pas finalement l'esprit, on ne part pas. On est incapable en fait de se projeter, puisque il faut à un moment donné que tous les deux, on ait une idée de du type d'image qu'on va chercher. Alors, les types d'images que vous allez chercher, et puis une fois que vous êtes dans la ville, on s'aperçoit là dans le choix des images que vous les choisissez pas au hasard. Si on revient à la photographie précédente de ce nouveau bâtiment, sans doute construit il y a peu, il est déjà en vente, ou en tout cas les appartements sont déjà en vente. Et ce qui est assez amusant également, c'est entre le rez-de-chaussée et le premier étage, vous avez aussi 80% de sol dont on se demande si c'est le magasin qui gangrène l'immeuble d'habitation, ou si c'est l'immeuble d'habitation qui est à 80% de promotion. Donc en fait, sur une photographie extrêmement descriptive, une photographie
poser, bien entendu, de par le dispositif, chaque détail, que ça soit la lumière, que ça soit les lignes, que ça soit les masses, que ça soit les inscriptions, tout fait sens ou signe selon, bien entendu, le regard de chacun d'entre nous. Donc, quand vous êtes, par exemple, à Bruxelles, combien de photographies vous faites, combien vous en sélectionnez, et comment vous décidez, outre le choix des commerces de proximité, des différentes communautés constitutives de cette ville, qu'est-ce qui vous guide? Par rapport au nombre, en plus Bruxelles c'est particulier parce que Bruxelles, comme on faisait les images entre chien et loup, on pouvait faire que 3 images par jour du fait que la lumière elle tournait trop vite. Donc on est resté assez longtemps, on est resté 3 semaines. Et donc on faisait les repérages pendant la journée, mais évidemment en imaginant comment ça allait pouvoir donner le soir. Et en gros, sur les séries, de toute façon, on n'en fait pas beaucoup. Hein. Là, on a amené les carnets de travail. Ça, c'est des carnets de travail, en fait, qui sont posés sur la table. C'est des petites éditions. Il y en a 26. En gros, on en retient 26 d'images. Là, dans la projection, il n'y en a pas tant, parce qu'on s'est dit que sinon, ça serait trop. Donc, il y a 9 images par ville. Mais, à mon avis, on en fait 70, non ? À peu près 80. Ça dépend, entre quelquefois une centaine, quoi. Oui, parce qu'en fait, le travail à la chambre, bon, vous savez ce que c'est, hein, c'est quand même un matériel assez lourd. À chaque fois qu'on pose la chambre, il nous faut un bon petit 10 minutes. On est passé un peu maître dans l'art de travailler rapidement quand même avec ce matériel, mais c'est vrai que ça prend du temps malgré tout. Il y a beaucoup d'aléas, hein, quand on pose la chambre et qu'on commence à cadrer et puis qu'on attend un peu la lumière, il y a une camionnette qui vient se garer au milieu, il va falloir attendre à nouveau. Enfin bref, il y a beaucoup de contraintes, il y a une grande liberté aussi parce qu'on peut travailler vraiment sur les 3 dimensions de l'espace. Donc voilà, on est très comment dire, dans cette pratique-là, on trouve beaucoup de satisfaction juste dans la pratique, quoi. Après, dans les images elles-mêmes, chaque image, en fait, est une rencontre qui est chaque fois différente. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a un protocole précis, comme vous disiez, mais des choses vont se... Voilà, le réel va s'engouffrer quand même. Hein. On va pas tout maîtriser à l'intérieur de l'image, et c'est ça aussi qui nous intéresse. Hein. Parfois, des gens viennent se mettre devant l'appareil photo pour poser, hein, simplement. Voilà, on va pas leur dire de dégager. Voilà, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est un peu dans nos images, et c'est pour ça que nos cadrages aussi, on accepte beaucoup que dans les cadrages, dans les coins de l'image, des choses rentrent, hein, des bouts de bagnole, des morceaux d'architecture. Voilà, on n'essaye pas de rendre une image trop lisse. Ça nous intéresse aussi, hein, de ce point de vue-là. La chambre, du fait de son format, du grand dépoli, on peut accepter de mettre beaucoup de détails, voilà, qui viennent. Parce que tout à l'heure, dans les 2 dernières photographies de la série, on voit qu'il y a un rapport du temps de pose aussi différent dans la précédente encore. Ouais. Voilà, vous avez justement sur la droite les voitures qui filent. À l'intérieur du magasin, il y a une forme fantomatique qui apparaît. Et donc là aussi, selon, j'imagine, le moment... vous choisissez un temps de pause différent. Et selon les projets, parce que justement sur Bruxelles, on avait forcément des longs temps de pause, et on voit bien, les gens restent assez immobiles au bout du compte. Hein. Oui, finalement. Sur Bologne, en Italie, où là on travaille sur une rue, là on était obligé d'avoir des temps de pause rapides, puisque c'est des gens qui discutent dans la rue. Donc après, ça va dépendre un peu des projets. Bon, en tout cas, si on passe par exemple ça, c'est donc Bruxelles. Bruxelles, le choix en fait des boutiques, il était guidé par. Il fallait que la boutique elle soit forcément à un coin de rue. Il fallait que le paysage autour il soit intéressant parce que la boutique elle était éclairée,
elle est toute petite en fait dans l'image. C'est aussi pour ça qu'on a choisi de travailler à ce moment-là, parce qu'il y a effectivement la boutique, mais il y a tout le paysage autour. Rapport à l'échelle. Voilà, donc par rapport à l'échelle. Donc là, les questions d'échelle étaient importantes. Et également la diversité aussi des commerces. Hein. On a été dans les différents quartiers grecs. Voilà, on a cherché à avoir une diversité de boutiques. Sur Boulogne-sur-Mer, la prochaine, tu veux y aller peut-être? Ouais. Ben là, on est parti en fait, avant de choisir Boulogne-sur-Mer, on a choisi un film. On a choisi un film d'Alain Resnais qui s'appelle Muriel, le temps d'un retour, qu'on connaissait bien, qu'on avait beaucoup apprécié, qui nous plaisait beaucoup. Et évidemment, ça c'est un peu... Boulogne s'est imposé pour nous à travers ce film. Et en plus, il a été tourné en 1963, on est retourné en 2013, donc 50 ans plus tard, avec l'idée de retrouver en fait le plaisir qu'on avait à voir ce film, qui dans la carrière de Resnais est son premier film en couleur, qui traite de la modernité et qui traite du passé récent, puisque voilà, la guerre d'Algérie venait de se terminer, on était en 63, donc c'était 62, et qui traite aussi à travers la fiction l'histoire de Delphine Seyrig, qui est une sorte de brocanteuse, qui va acheter et elle conserve ces vieux meubles à l'intérieur de ces bâtiments qui sont issus de la reconstruction de Boulogne. Donc il y avait tout ce rapport à l'histoire, à la modernité architecturale, à la volonté de sortir d'une histoire. Et on voyait bien dans le film à quel point c'était difficile, à la fois pour le fils de Seyrig à travers l'histoire de la guerre d'Algérie et pour Seyrig elle-même à travers l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, on avait en quelque sorte une sorte de sédimentation, de mémoire dans cette ville qu'on n'aurait jamais considérée évidemment comme une ville importante, mais qui pour nous était vraiment très, très importante dans l'histoire européenne. Parce que là, vous sortez des capitales. Ça y est, là, on est enfin rentré dans le vif du sujet, je crois. Qui vous permet de cristalliser différemment ce travail de l'inscription finalement d'une politique européenne au sein des villes périphériques, je ne sais pas comment les dire, non, peut-être pas peu connues, mais ou en tout cas pas très importantes. Là, je pense que c'est vraiment, disons que les deux premières, elles existent et c'était le début, on était un peu frileux, mais c'est là où ça commence, je pense, réellement. Pas dans l'image, parce que moi, je trouve qu'elles sont intéressantes, mais c'est vrai que là, on est beaucoup plus dans le cœur du projet. Et du coup, là, on est parti... il y a deux choses, parce qu'il y a le projet en lui-même, c'est-à-dire l'intérêt qu'on va porter à un espace en particulier, mais aussi ce que ça va amener à l'ensemble de la série. Et c'était évident pour nous, surtout qu'on a fait beaucoup de photographies d'architecture, qu'il fallait qu'on travaille sur une ville de la reconstruction. Donc, ça tombait bien, puisque là, il y avait à la fois une ville de la reconstruction d'après-guerre, avec une architecture moderniste, extraordinaire, qui, dans le film, est montrée... c'est hyper moderne, il y a les néons, donc c'est vraiment... Et quand on y est retourné, on n'y était jamais allé d'ailleurs, on a en fait fait des captations des différents lieux, des différents plans qui succèdent dans le film. On n'a pas refait les plans strictement à l'identique, mais on est retourné exactement sur les mêmes endroits, et celui-là est spécialement intéressant, parce qu'en fait, dans le film, c'est exactement dans le même état. L'immeuble est pareil, sauf que dans le film, il est en construction. Il se passe beaucoup de scènes en plus dans cet endroit. Vous imaginez bien qu'il n'y avait pas l'obélisque à ce moment-là, ni le rond-point, ni les palmiers. Et on est arrivé là, et l'immeuble est strictement pareil, sauf que là, il va être détruit, quoi. Il a été occupé, tagué, et il va être détruit. Donc voilà, il y a toujours ces deux visages, en fait, ces glissements du temps qui nous intéressent, et là, qui étaient à la fois dans le film, comme l'a dit Patrick, et à la fois par rapport à l'ensemble du plan B, où on voulait ce type d'architecture, quoi.
Et c'est vrai que si vous vous rappelez, pour les spectateurs, le film, dans le film, il y a beaucoup d'irruptions temporelles. C'est-à-dire que Hélène, donc, qui est jouée par Cédric, peut être à l'intérieur de son appartement, puis le plan suivant, donc la nuit, puis le plan suivant, elle va être dehors, à l'extérieur. Donc il y a des ruptures, et il est vrai que dans certaines des photographies, comme la précédente que l'on vient de voir, il y a ce rapport aussi de rupture, on va dire, temporelle dans l'histoire des différents éléments architecturaux. L'obélisque, effectivement, parce que Napoléon, effectivement, avec la conquête, est quand même un personnage important de Boulogne. La modernité dont vous parliez, puisque 85% des bâtiments à Boulogne ont été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis sur la gauche, on a justement des bâtiments où on voit, de par la façade, à la fois le linge qui sèche, à la fois des éléments d'antenne de télévision. Donc on peut imaginer aussi le quartier, en tout cas, qui est ici, en tout cas, donné à voir. Donc ce côté de sédimentation, de strass dont vous parliez, Patrick, effectivement, on le voit aussi à l'œuvre dans vos photographies, et c'est intéressant, en tout cas, de voir des résonances avec, justement, le film de René, ces strates mémorielles qui sont vraiment le sujet du film, et que l'on retrouve dans votre façon, bien entendu, d'aborder ici le tissu urbain. Il y a également, voilà, dans ce type de photographie aussi, tout à l'heure on parlait d'architecture commune ou du sens commun, entre là visiblement ce bâtiment très emblématique d'une modernité presque pure de par la couleur, avec l'indication Monsieur Bricolage, et en dessous toutes ces couleurs qui viennent justement donner aussi une vie à ce bâtiment. Alors je suppose que c'est un peu... Voilà. Qui a l'air de se retourner, enfin voilà, elle est tournée, donc comme s'il y avait un regard sur le passé. Et ça, on en trouve en fait des regards. Voilà. Et alors, il y a quelques regards, enfin des regards. Moi, je dis que les images, elles nous regardent au bout du compte. C'est vrai que souvent, moi, celle-là, je l'aime beaucoup justement, parce que c'est pas parce qu'il y a peu d'humains dans nos images que nos images ne sont pas humaines. Au contraire, elles sont toujours très habitées. Et c'est vrai que là, il y a cette idée qu'on se retourne quand même vers le passé, on se projette vers l'avenir. Enfin, on est toujours écartelé, quoi. Voilà. Et là, c'est un marché aux puces, non, peut-être, ou parce qu'on voit là cette femme avec les cartons, on se dit que c'est Hélène dans ça, Muriel qui va faire la brocante. Et ben voilà. Donc on met en route notre propre imaginaire par rapport à la manière dont vous avez pu vous-même préparer justement cette série. Et on peut maintenant, justement, puisque vous parliez, Anne, des personnes qui peuplent, ou en tout cas les signes humaines, on pourrait passer à Boulogne, à moins que vous vouliez revenir sur... Là, on est encore à Boulogne-sur-Mer, où il y a déjà pas mal on a photographié pas mal de gens, au bout du compte, mais sans leur demander. C'est-à-dire que là, la chambre est posée, et on n'a pas demandé ni les autorisations, ni quoi que ce soit. Alors c'est terrible, parce qu'en fait, c'est une ville où tout est en place, par contre. L'architecture n'a pas bougé, hein. Mais c'est une ville qui est assez sinistrée, parce que maintenant, le bateau qui venait directement d'Angleterre, qui arrivait à Boulogne-sur-Mer, qui amenait les Anglais pour le week-end, un peu assoiffés, mais en même temps grands consommateurs, il a été détourné sur Calais. Donc en fait, il n'y a plus de bateaux qui arrivent, le port est mort, et il y a aussi cette crise, en fait, qu'on sent quand même... en filigrane à travers les images, même si on n'a pas beaucoup insisté dessus. C'est-à-dire que ce n'était pas non plus l'idée de poser un regard trop dramatique sur les choses. Et on va arriver à, je pense, voilà. Parce que là, c'est une autre ville italienne, Patrick, vous allez en parler, qui est assez particulière dans la série jusqu'à présent, l'Europe, le plan B, parce que, vous allez l'expliquer, mais vous faites vraiment un focus, une attention particulière sur les gens, les étudiants, les habitants. En fait, ce qui nous intéressait là dans Bologne, c'était
le rapport en fait qu'ont les Italiens avec leur histoire et leur beaux bâtiments historiques, et la façon dont ils sont traités comme sur un campus français. On va à Aix, on trouve exactement la même chose, mais là il se trouve que on est dans des bâtiments anciens, et déjà c'est assez frappant. Ensuite, on a vraiment travaillé sur Bologne comme ville universitaire. C'est la première université d'Europe, qui date du XIe siècle, je crois. Et en fait, ce qui nous a aussi frappé, c'est la façon dont les gens restaient dans la rue à discuter. Donc ça s'appelle Conversation via Zamboni. On est sur un petit bout d'espace, on est vraiment dans une rue. Et là, pour le coup, on est vraiment des spectateurs de ces scènes. Et là, pour aborder les gens, c'est relativement simple avec une chambre, puisqu'en fait, on finit par faire partie des meubles. On est tellement statique. Les gens regardent un peu ce qu'on fait et se demandent à quoi on peut bien s'activer comme ça. Et donc, voilà, on se pose à côté d'eux, on leur explique grosso modo que, qu'ils fassent comme si on n'était pas là. Et la plupart du temps, ils acceptent gentiment de se faire photographier. Et voilà, on a fait aussi tout un travail sur les tags, sur les messages renvoyés par les murs. Donc voilà, il y avait ces paroles dans l'espace s'inscrivaient sur les murs et qui étaient aussi inscrits dans la position des corps dans l'espace. Et ce qui nous intéressait aussi, c'est le fait que cet espace était vraiment un espace où les gens s'arrêtaient. On n'est pas dans la rue où le flux est continu, où il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'endroit pour s'arrêter. On sait dans nos villes actuelles à quel point on essaye toujours de faire en sorte que le flux humain soit le plus fluide possible. On empêche un peu les gens de s'arrêter, de se poser. Et on a trouvé donc dans Via Zamboni cette vie comme ça, ces discussions. Et voilà, c'est ça qu'on a voulu rendre visible. Et il est vrai que Bologne, c'est l'une des premières universités Europe, voire mondiale. Donc il y a tout un passé, une référence à cette université qui se trouve, si j'ai bien compris, à quelques minutes à pied de cette rue qui est devenue... La première... ça a commencé en fait au 11e, où là, les cours étaient donnés à domicile. Mais après, oui, le bâtiment en fait du 14e, qui était le bâtiment d'origine, il est au bout de la rue en fait. Mais maintenant, c'est vraiment l'endroit où il y a toutes les universités qui bordent cette rue-là. Donc, et c'est très petit. Et ça aussi, c'est une caractéristique. Enfin, disons que on a des échelles au bout du compte dans le plan B qui sont très différentes entre les villes. Mais là, c'était pas la peine d'aller très très loin puisque tout était rassemblé. Et que c'était le sujet qui nous intéressait, quoi. C'est vraiment, je sais pas, 500 mètres, même pas, un truc comme ça. Et là, on leur a demandé, on leur posait la question, quoi. Bon, on connaît tous on pense tous à la Faconde italienne, évidemment, mais c'est aussi une ville politiquement qui a été une ville rouge, Bologne, donc il y a toujours un esprit, plutôt révolutionnaire aussi, qui existe. Ça brasse beaucoup dans la rue, quoi. Voilà, donc ville rouge, effectivement, par les briques, la couleur de la pierre, des bâtiments, et puis par le passé d'une ville communiste très militante, dont les inscriptions encore aujourd'hui, en tout cas des étudiants qui viennent créer comme des palimpsestes sur les surfaces murales, sont vraiment une des attentions importantes de votre série, comme on le voit ici notamment, où tout fait finalement surface d'inscription. Donc on a fait exprès de vous mettre dans le noir tout à l'heure, justement parce qu'on s'est dit, parce que la difficulté en projection, à contrario d'une exposition où on peut avoir à la fois des images qui se répondent dans l'espace,
c'est qu'on a une linéarité, donc on s'est dit on ne va pas tout de suite les brimer et leur imposer une lecture ville par ville, puisque l'idée quand même du projet, c'est que même si chaque ville est travaillée, on va dire en profondeur, ce qui est percutant, c'est aussi de confronter ces images les unes avec les autres. Donc c'est pour ça qu'on vous a laissé libre de regarder tout à l'heure. D'ailleurs, quand vous présentez ces photographies, est-ce qu'elles ont une légende? Est-ce qu'elles sont accompagnées de légendes ou au contraire, vous choisissez comme pour la première partie là, de la soirée, de les présenter Alors ça dépend des expos, en fait. Alors, au tout début, quand on avait peu de villes, on était obligé de faire des expositions ville par ville. Donc on a exposé Berlin, on a exposé Bruxelles. Et à partir du moment où on a eu 5, je crois. Non, la première expo, donc c'était dans une friche en fait industrielle. C'était des grands dos bleus, il n'y avait pas de légende. L'expo à Mougins, oui, on avait mis des légendes aussi. Ouais, on avait mis des légendes, mais bon, pas sur chaque image. Mais ça permet, en fait, l'exposition permet d'avoir donc des images un peu emblématiques qui peuvent se répondre l'une avec l'autre, et des petites séries qui peuvent même des tirages 24-30, où là, on va avoir 8-9 images d'une même ville. Et la dernière expo qu'on a faite, c'est une exposition à Roure, donc à un village dans l'arrière-pays niçois. C'est un projet qui s'appelle Une chapelle, un artiste. Donc c'est une toute petite chapelle. C'est des artistes qui ont lancé ce programme d'exposition l'année dernière. Et là, le lieu donc est vraiment minuscule. Il y a une très belle structure qui permet de projeter le mur. Et là, c'était uniquement des 24-30, plus il y avait 3 50-60. Et c'était drôle parce qu'on passait du 109, enfin de la friche industrielle où c'était des 1,50 m x 2 mètres, à une autre sorte d'exposition miniature. Et là, on n'avait pas mis de légende, tout simplement parce qu'on pouvait aussi discuter avec les gens, et puis on s'est dit c'était pas la peine, quoi. Et donc là, maintenant, on est dans Birmingham, c'est ça la série. Alors là aussi, pourquoi cette ville? Qu'est-ce qui vous a motivé et quelles particularités vous avez souhaité mettre en c'est une ville assez. C'est une ville. C'était un peu le grenier, enfin pas le grenier, l'atelier du monde. Hein, la ville aux 1000 métiers, je crois. Ça, oui, il fabriquait de tout à Birmingham. Il y avait des canaux pour amener les objets sur Londres. Enfin bref, c'est une ville industrielle, très. C'était aussi une ville un peu malfamée en fait. Hein. Il y avait beaucoup de problèmes de délinquance ou de banditisme. Donc voilà, une ville un peu marquée comme ça historiquement, et une ville aussi un peu, je pense, d'un point de vue simplement architectural, qui était uniquement faite de fabriques. Donc quelque chose de vraiment d'assez ingrat et d'assez dur en fait. Hein. Et on part toujours aussi d'une certaine de certains textes qu'on a lus, de livres qui nous intéressent, et donc ce côté très marqué de cette ville. Voilà, c'est vraiment the big city plan. C'est devenu une ville qui se projette vers l'avenir, et une autre industrie qui est maintenant l'industrie de l'enseignement. Hein. Donc il fabrique de l'université en voilà. À grande échelle pour un public mondial. Hein. Il y a beaucoup de Chinois qui viennent étudier à Birmingham dans ces nouvelles universités. Donc ce retournement comme ça d'une industrie à l'autre, la tertiarisation des bâtiments aussi, hein, qui tombent ou qui sont réhabilités pour un autre usage. Enfin, tout ça fait que, voilà, d'un point de vue visuel, c'était pour nous quelque chose de totalement fascinant, quoi. Nous, on se projette en fait beaucoup dans le plaisir aussi qu'on va découvrir
visuellement, en fait, tout un tas de choses. Les choses sont inscrites vraiment dans la ville. Et c'est ça aussi qui nous intéresse. On pense qu'on va pouvoir trouver du grain à moudre et visuellement quand on s'y projette. Je me demande si on y retournait à l'heure actuelle, je pense qu'il y a plein d'endroits qui seraient déjà transformés, parce que c'est vraiment, ça va assez vite. Hein, c'est un vrai projet urbanistique, donc là c'est fait hein, déjà. Enfin, ils gardent des emblèmes, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'énorme université, la nouvelle université, et ils s'appliquent à garder un bout de canal bien propre. C'est pas à cause de Peaky Blinders hein, qu'on y est allé. Hein. Surtout que c'est pas tourné à Birmingham, il paraît. Et voilà, donc il y a cette idée aussi de muséification qu'on retrouve malheureusement pas qu'à Birmingham. Comment ouais, on pourrait dire que c'est presque une ville à l'époque quand vous la photographiez qui a un atelier d'expérimentation architecturale, c'est-à-dire que le passé des bâtiments industriels qui ont périclité, notamment sous l'ère thatchérienne, deviennent finalement des décors, du patrimoine quelque peu touristique, qui va se confronter justement avec cette nouvelle ville en train d'advenir quand vous la photographiez. Il y a une photographie aussi que je trouve assez éloquente, c'est le centre commercial que l'on voit avec ses écailles métalliques et on a l'impression qu'il va avaler, il va avaler cette ancienne ville, puisque sur la droite, les bâtiments de briques, on voit avec sont fermés, n'ont plus d'usage et vont dans quelques mois, voire quelques années disparaître. Je pense qu'ils sont déjà plus ceux-là. Voilà, tout est un peu là de l'idée d'une certaine globalisation, sans qu'on soit trop caricatural, mais d'une globalisation des villes qui entendent jouer leur rôle au rang économique, financier européen. Et je trouve que notamment la série de Birmingham dit bien, en tout cas, fait appel à ces références-là, avec, quand on regarde les liens entre les images de cette série, le fait qu'il me semble que vous avez traité Birmingham avec vraiment cette idée de la surface, du plan. Alors là on le voit de manière frontale, mais même dans les précédentes images ou celles peut-être ensuite, il y a vraiment cette idée d'un enchevêtrement de surface plane, comme si la ville devenait vraiment elle-même un décor. Comme si finalement les bâtiments même contemporains étaient des ruines à rebours, parce que tout est traité bien souvent, peut-être là l'exception, sur cette idée de planité. Et puis il y a, alors là j'imagine que ce n'était pas anodin de photographier le Less is more de Mies van der Rohe, qui est là aussi un précepte important de la modernité, qui tout d'un coup est à interroger au vu du devenir en fait des villes telles qu'on en parle. Là du coup on se demande effectivement quelle est la place de la modernité, quoi. Et par rapport à l'idée de globalisation, c'est vrai que quand on voit l'ensemble finalement des images, il est évident qu'il y a un côté assez vieillot, qui se dégage, moi je trouve, de l'ensemble. Mais on va retrouver aussi des traces des zones commerciales dans toutes les villes, même si on n'a pas encore fait de projet strictement sur une rue commerciale. On y a pensé, mais pour l'instant on l'a pas fait. Je sais pas si. C'est vrai qu'il y a peu même de panneaux publicitaires. Je me faisais la remarque. Il y en a quand même. Il y en a quelques-uns, mais il y en a pas tant que c'est ça. pas énorme. Et puis également, ce qui apparaît, vous le verrez aussi avec les autres villes, c'est quand même des villes. Alors, sauf celle-ci, mais des villes qui sont vraiment faites pour les automobiles. Oui. Ça, c'est sûr, beaucoup de passages routiers, de barrières qui viennent justement rendre, alors peut-être moins aisée, cette circulation habile que l'on souhaite pour les masses dans les villes. Donc ça, c'est assez frappant, et c'est d'autant plus frappant parce que effectivement, vous photographiez des individus, mais ils sont
on peut en voir, mais par exemple pour ces images, voilà, la figure humaine est absente et on a l'impression que ce sont des villes qui ne sont pas forcément faites telles que vous les photographiez, en tout cas pour Birmingham, pour justement être d'un usage pour voilà, les habitants. Là, c'est une ancienne porte d'usine, en fait, mais qui est conservée, là. Par contre, ils conservent vraiment quelques petits morceaux, quoi. Ils ont un peu le même système qu'à Los Angeles. Dès qu'ils rasent quelque chose, ils font un parking, le temps de reconstruire autre chose. Donc, il y a beaucoup d'endroits qui ont été rasés et qui accueillent voilà, des voitures pendant le temps avant la reconstruction, en fait. Cette image est assez éloquente entre voilà, cette ruine de la fabrique qui fait aussi référence un peu à un style néoclassique de par les traces que l'on voit des colonnes, et puis à l'arrière-plan ces bâtiments qui sont en fait, là comme je le disais tout à l'heure, vraiment des surfaces. Donc on peut penser voilà, toute l'histoire moderniste de l'architecture, et donc on a vraiment une sorte de collage voilà, de différentes périodes qui se contaminent, qui jouent ensemble, alors sans que ça soit finalement, moi je trouve que c'est presque un all ready-made, quoi. C'est un ready-made, votre photographie voilà, d'une situation trouvée, mais qui dit bien d'un point de vue presque sculptural, voilà, ce que sont certaines villes entre un passé, voilà, un riche passé, et puis un devenir justement lié à high-tech, lié justement aux universités ou autres. On peut peut-être, parce que je vois que voilà, le temps... Je vais vite ou... Non, mais là, alors justement sur cette série-là, peut-être expliquer quelle est cette ville, et justement elle déroge un peu à ce qu'on vient de dire sur le fait on parlait de Birmingham avec justement l'absence d'habitants, ou en tout cas une ville qui semblait être pas faite pour les habitants, et là tout d'un coup on a une ville qui semble être plutôt une campagne, donc peut-être expliquer de quoi il s'agit. Non, vas-y. En fait, ce qui nous intéressait dans Breda, c'est le côté à la fois totalement artificiel et l'idée de la ville durable, en fait. Hein. On a intitulé cette série « Cultiver la ville ». On a l'impression que les Hollandais, en fait, qui ont construit leur pays hein, sur des marais, en fait, sont obligés hein, de planifier complètement l'urbanisme. Et c'est vrai que c'est très marquant, hein, tous les quartiers de Breda, les nouveaux quartiers de Breda, qui était une ville aussi qui était très polluée. Ils avaient beaucoup de problèmes de pollution avec la ville de Rotterdam qui était pas loin, mais aussi l'Angleterre, hein, qui a envoyé beaucoup de pollution par l'air. Et en fait, ils ont donc planifié une ville avec une très forte densité, mais on ne voit rien, en fait. On a l'impression de vivre de traverser une campagne dans laquelle, voilà, il y a quelques îlots de bâtiments comme ça. On a l'impression que ce sont des pionniers qui arrivent sur une terre vierge. Alors que, voilà, c'est pour ça que de temps en temps, on s'accorde aussi quelques jokes aussi, des amusements. On fait pousser les arbres en même temps que les buildings. Et en fait, ce rapport à l'espace qui nous, Méditerranéens et nous, Niçois, de cette absence de barrière, cette absence, il n'y a rien qui est là pour bloquer le regard, en fait. Hein. On est vraiment dans un espace un peu naturel. Il y a les arbres, évidemment, et puis quelques bâtiments, encore une fois, mais voilà, il y a une très grande liberté. On peut passer par les pelouses, on peut passer par les chemins, on peut passer... rien ne nous empêche d'aller au contact des bâtiments, carrément. Et c'est ça aussi qui nous a intéressés, c'est cette idée d'une ville à la campagne, hein, une idée assez ancienne, hein, et en même temps une très grande modernité. On a l'impression que les architectures sont posées là, comme ça, comme une sorte de plateau de fromage, d'avoir de forme. L'herbe qui arrive au pied des bâtiments, en fait. Hein. Et là, on a travaillé autour de quartiers, en fait, des nouveaux quartiers. On est parti d'un livre sur Breda du Moniteur, et on a travaillé sur 4 quartiers parce que c'est pareil, c'est très étendu. Il y a un centre ancien, donc
à chaque fois, il faut trouver une stratégie. Et finalement, le fait de travailler sur ces différents quartiers qui avaient été récemment construits, mais qui étaient pensés sous différents axes, parce qu'il y a des quartiers plutôt populaires, il y a un quartier où il y a un mélange de néo-rural et de bâtiments modernistes. Attends, on rechange là. Et voilà, la façon en fait de bosser là, c'était articulé sur des quartiers bien repérés. Ville-jardin, mais on sent que c'est une nature qui est orchestrée, oui, qui est pensée. Complètement, ouais. Carrément. Ils détournent les rivières. Bon, ils ont l'habitude en fait aux Pays-Bas, puisqu'ils sont obligés d'organiser pour canaliser l'eau. Et effectivement, ils détournent des rivières. Tout est fait pour reconstituer des paysages naturels et faire en sorte que l'hyperdensité, parce que c'est une ville qui est très très dense, soit compensée par cette proximité avec la nature, enfin en tout cas des éléments naturels. On peut enchaîner peut-être avec Bettembourg, oui. Parce que ouais. Oui. Alors sur Bettembourg, en fait, c'est donc le Luxembourg. Ça s'appelle la Croix de Bettembourg. Ouais, on est dans le Benelux, hein, dans les 3 premiers en fait. Et en fait, ce qui était intéressant avec Bettembourg, c'est que c'est un endroit de passage, l'endroit où en fait les routes de la soie arrivent, où il y a des très grands centres pour les données numériques, des data centers. On a aussi un grand nœud ferroviaire et autoroutier. En fait, c'est un bourg paysan qui est traversé par tout un tas de marchandises. Et ce qu'il y a d'intéressant, enfin, quand on est arrivé à Bettembourg, on était un peu, justement, nous qui cherchons des indices visibles de quelque chose, hein, qu'on puisse photographier. On n'est pas du tout dans une description comme ça par les chiffres, où on a besoin de s'asseoir, enfin d'asseoir notre travail sur quelque chose de visible. On était là pour le coup très embêtés parce que en fait Bettembourg c'est un bourg, c'est un village où peu d'éléments nous parle de ces flux constants qui la traversent. Et voilà, on a cherché vraiment tous les indices qui pouvaient y faire penser, tout ce qui pouvait nous mettre sur la voie de ce trafic. Donc voilà, c'était une des difficultés à Bettembourg, c'est qu'on a l'impression qu'il cache absolument tout ça. On a des murs de végétation et une autoroute juste derrière. On a et puis on peut aller dans le centre-ville et puis acheter. Là, les 2 images qu'on vient de voir, enfin celle-ci et la précédente, c'est le centre du c'est le centre. Ouais. Voilà, c'est ça qui est assez incroyable. C'est cette effectivement, pour les data centers, il faut s'éloigner des centres-villes ou des grandes villes. Et donc là, ce qui transparaît aussi dans votre travail, c'est aussi la route. C'est la circulation, parce qu'en fait, c'est les que de la flux, circulation. routiers. Ou encore une fois, même s'il y a des indices, bien entendu, de la présence de l'homme dans le paysage, on est vraiment sur cette idée d'une ville symbolisée par les flux. Et c'est donc une autre façon, en fait, les trois villes que vous avez faites, coup sur coup, Birmingham, Breda et au Luxembourg, Bettembourg, me semble être caractéristique finalement de 3 possibilités de villes aujourd'hui contemporaines, celles qui jouent justement sur la finance, l'économie et le travail entre du patrimoine architectural touristique, enfin, qui devient finalement signe touristique, la ville de Breda qui pourrait être la ville du futur, ou en tout cas de demain, dans cette façon justement d'associer densité urbaine et paysage et nature artificielle, en tout cas au centre de la ville, et puis aussi les villes qui accueillent tous ces flux, que ce soit de transports commerciaux ou data centers, bien qu'on ait du mal, comme vous le disiez Patrick, et qui s'en protègent, à les voir. Protègent. Voilà. Parce qu'en fait, toute la...
et se protègent vraiment. Ils dressent en fait des murs végétaux pour pouvoir conserver l'aspect du bourg, quoi. Et c'est pour ça que justement votre série, enfin la série, celle-ci, joue sur l'opacité. En fait, vous tentez de rendre visibles les traces justement de chacune de ces villes et comment une idée de l'Europe ou une certaine idée de l'Europe peut affleurer dans ces photographies et dans ces villes, et à la fois par le fait de la difficulté de représenter ces data centers, etc. C'est une façon aussi de dire quelque chose de l'invisible. C'est-à-dire qu'en fait, ça aurait été, par exemple, des images faites par drone auraient été beaucoup plus parlantes. Mais à la fois, c'était pas, c'est pas votre façon de. Comme on se situe toujours à notre échelle, enfin, à une échelle commune, ça ne fonctionnait pas. Mais il y a aussi quelque chose qui correspond de comment la ville se protège. C'est-à-dire que si on ne peut pas faire des images qui soient communicatives, mais nous, ça ne nous intéresse pas, les images communicatives. On ne vit que dans des images communicatives. Donc, nous, c'est ailleurs qu'on veut aller. C'est justement amener on veut faire des photographies qui ne parlent pas, mais qui amènent, qui laissent de l'espace à l'imagination de chacun, quoi. Oui, mais cette opacité, je trouve qu'elle affleure vraiment dans cette série. Ouais. Voilà. Alors, on aurait pu parler de votre série que j'aime beaucoup sur les autoroutes, mais je crois qu'on va continuer un petit peu à finir pour que vous ayez une idée globale des différentes villes, et puis on laissera la place aux questions. Donc, alors cette fameuse ville. Donc là, c'est Beroia. Donc la fameuse unique ville en bêta d'ailleurs, c'est un bêta. Hein. Ça peut se dire Veroia aussi. Oui, ça peut se dire Veroia. Et donc c'est une ville qui est née au IVe siècle, qui est tout près de là où est enterré Philippe de Macédoine d'ailleurs. Hein, donc et c'est une ville, c'est un bourg un gros bourg agricole où sont conserver des traces de l'occupation donc du IVe siècle, les murs d'enceinte, des anciens pavements, des morceaux en fait de l'entrée principale, mais c'est pas du tout une ville touristique. Donc on est quand même en Grèce, donc on connaît l'attrait des touristes pour les ruines antiques, mais évidemment c'est pas du tout la gloriole de la ville. Hein. Donc, ces bâtiments, ils sont vaguement conservés, ils essaient de les entretenir, mais ils sont délaissés et traités, en fait, comme le reste des bâtiments. Et voilà, c'est donc pour ça, c'est ce qui nous a intéressé, cette confrontation entre l'Antiquité, l'affleurement, en fait, de l'Antiquité et la mise en rapport avec la ville actuelle. Là, on est parti d'une thèse d'archéologie, en fait, d'une archéologue qui a recensé en fait tous les restes de cette époque, toutes les ruines qui s'y trouvent. Il y a un petit musée dans lequel sont conservées les pièces les plus intéressantes, les plus importantes. Et puis d'autres lieux. Là, c'est un lieu qui est complètement entouré d'immeubles. Il y a une volonté quand même de conservation, de conserver ces lieux-là, d'essayer de les faire perdurer dans le temps, mais bon, on voit bien aussi que la plupart des gens sont intéressés par l'actualité, par le fait de faire du commerce et de vivre tout simplement. Donc voilà, la place qu'on donne à l'Antiquité grecque dans cette ville est vraiment très faible et très petite, et c'est ça aussi qui nous intéressait, c'est ce rapport, à peine souligné de ces vestiges du passé, dans une ville contemporaine industrieuse. Il y a un côté désuet presque dans cette image. Oui, et à la fois on est placé en tant que spectateur dans le rôle d'enquêteur, c'est-à-dire on se demande
où se trouvent Ah, ces ouais, vestiges. Et là, c'est assez incroyable On les voit. dans cette image parce qu'on voit qu'il y a un pont. Donc on a quand même si ces vestiges, visiblement, dans les autres photographies, on voit qu'on n'en prend pas soin, ils sont en train de vraiment devenir encore plus ruines, etc. Là, il y a l'attention quand même, dans l'espace public, de mettre un petit pont pour justement ne pas fouler de nos pieds ces pavés. Enfin, c'est assez étonnant dans la manière disposée. Je suis sûre que Martin Kippenberger, cet artiste allemand, sculpteur et peintre, aurait été assez fan de certaines des photographies de votre série, puisqu'il a fait un livre en 1988 qui s'appelle Psycho-Building, où il s'intéresse à photographier toutes ces trouvailles ou aberrations, on va dire, urbanistiques dans la ville. Et donc, cette série-là, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ces psycho-buildings, comme là aussi, où justement, encore, enquête. Ce qui prend le pas, en tout cas, lorsqu'on regarde pour la première fois cette photographie, c'est bien sûr la devanture globalisante, enfin, en tout cas, d'un commerce globalisé H&M, et c'est au premier plan, caché avec la végétation, qu'on peut apercevoir peut-être les traces de cette ville antique. Et il y en a d'autres encore, voilà, celle-ci aussi. Alors, de par le t-shirt rouge, sans doute, du personnage, et puis le plot, notre regard est attiré dans cette direction, et pour autant, ce qui se joue, c'est au premier plan, avec là aussi cette attention qui est plus précise, non pas sur les vestiges, mais la manière dont la plaque d'égout va conditionner le trottoir. Enfin, il y a vraiment, alors là, c'est très intéressant de voir aussi l'attention portée par toute cette question urbanistique. Des fois, on a, nous aussi, enquêté beaucoup, on a beaucoup marché sous 40 degrés pour essayer vraiment d'aller chercher, grâce au plan qu'avait fait cet archéologue, des tout petits vestiges au milieu de la végétation et des immeubles. Oui, donc dans votre arpentage, vous allez aussi là où peu de gens peut-être vont découvrir ces vestiges. Et on va voir, il y en a d'autres aussi où on se demande, voilà, de quoi est-ce qu'il s'agit, d'un tronc d'arbre cassé ou pas. Et on comprend bien sûr de par la série que sans doute là aussi se joue une grande partie de l'histoire, et cette confrontation entre un regard, par sans doute un atelier de photographie ou publicitaire de ce personnage qui nous regarde, issu peut-être d'une IA, on ne sait pas. Oui, voilà. c'est Donc ça. il y a un rapport aussi comme ça de confrontation temporelle, vous en parliez au début aussi, Anne, qui c'est assez éloquent. Alors, autre manière de travailler sur le tourisme, sur une ville touristique. Beroia, c'était dans la région de Thessalonique, qui finalement, certes, c'est en Grèce, mais c'est uniquement 1% des touristes français, je crois, vont dans la région de Thessalonique. Alors que là, voilà, on est ailleurs. Là, on est à Benidorm, donc une ville, une station balnéaire qui s'est développée à partir du début du 19e siècle, mais qui a pris son essor dans les années 50. Et où il y a énormément de tourisme international, mais beaucoup de tourisme anglais. C'est beaucoup les Anglais qui viennent. Et en fait, la ville a choisi de travailler sur la hauteur. Donc, c'est une ville qui est très dense, en fait, mais il y a uniquement des gratte-ciel. Ce qui est très différent des autres villes espagnoles, touristiques espagnoles, parce que souvent, c'est plutôt une architecture qui s'étend. Et du coup, il y a à la fois ces gratte-ciel, c'est là un des endroits où il y a le plus de gratte-ciel en Europe par habitant, qui sont des hôtels, des appartements à louer, des appartements que les Anglais achètent. Mais du coup, ça laisse dégager des grands pas de désert, de nature. Et voilà, on voulait aussi travailler sur une station balnéaire. Forcément, on avait Nice, fallait quand même, c'est quelque chose qui est important sur cette idée de tourisme. Et on a choisi Benidorm. Voilà, l'idée, c'est de montrer En fait, on a appelé cette série Mirage. C'était nous, on avait rencontré cette ville à partir de l'autoroute en descendant
en Andalousie. Et on l'avait vu de loin et on avait trouvé ça totalement incroyable. Même le nom de Benidorm ne fait pas espagnol, en fait, ça nous disait absolument rien. Et puis bon, on s'est un peu renseigné sur la ville. Et voilà, on est resté vraiment sur cette première impression qu'on a eue quand on est passé sur l'autoroute à quelques encablures de la ville, où on avait voilà, cette skyline contre la mer, comme ça, qui faisait une sorte de barrage contre la mer. Et alors on a vraiment essayé de travailler sur cette espèce de rétro-futur, cette vision à la fois futuriste, mais qui semble déjà datée aussi. On se retrouve dans des publicités des années 60, 70, 80. Donc voilà, c'est tout ce rapport aussi à l'architecture comme une espèce de... ce sont des choses tout à fait contemporaines, mais qui nous renvoient bizarrement maintenant à une forme de passé, quoi. Surtout dans l'époque actuelle où on a pris conscience de certaines choses. Et voilà, il y a une espèce de ville champignonnesque comme ça, les choses poussent à vitesse grand V et sans aucune comment dire, considération pour l'espace dans lequel ça s'inscrit. Et voilà, tout est pour l'industrie du tourisme. Il y a un rapport aussi presque déréalisant de par la lumière. Alors je me suis posé la question à quel moment vous aviez photographié ce tissu urbain. Alors on a pas mal tourné, on a bien beaucoup tourné. En fait, on s'organise. De toute façon, on est obligé d'être assez organisé. Donc toujours pareil, on part du plan. En plus, avant de partir, on s'imaginait qu'on serait beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on pensait qu'on allait travailler à partir des collines et finalement, c'était pas la peine parce que les échelles, il y a tellement de différences d'échelle entre la skyline et c'est vraiment ces endroits qui restent pour l'instant intouchés. Je ne sais pas si un jour tout sera rempli, que finalement on était dans le cœur de la ville, mais la ville est très étendue. Donc on suit la lumière. Alors que là, on a vraiment fait tous les quartiers, on suit la lumière pour avoir cette lumière un peu laiteuse. Et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on voulait faire un projet qui s'appelait Lumière d'août. C'était un peu un fantasme. Et donc cette lumière-là, on l'avait dans la tête. On avait commencé à appeler une série Lumière d'août, mais finalement, on ne l'a jamais finalisée. Donc on est parti sur cette idée très de lumière assez crue comme ça. Zénithale, comme ça, qui laisse vraiment... enfin, qui donne ce côté vibrant dans la lumière, quoi. Alors, il me semble que lors d'un autre entretien, Anne, vous parliez d'excéder la photographie d'architecture avec cette série. Qu'est-ce que vous vouliez dire C'est-à-dire qu'en fait, finalement, dans la photographie d'architecture, il y a toujours une idée de raison de documenter, une idée finalement de servir à propos d'une documentation, alors que là, même si on n'est que sur de la photographie d'architecture, on veut qu'on se projette dans un imaginaire. C'est pour ça que ça s'appelle mirage, ou plutôt dans une vision qui, même si elle est nette, tout est net, rien n'est flou. À cause de cette lumière, à cause de cette point de vue, à cause de la présence de ces premiers plans qui font presque un peu aquatiques, par exemple, dans cette image-là, qu'au bout du compte, l'architecture soit comme seulement une idée, quoi. Une idée. Peut-être juste dire quelques mots, puisque c'est une série qui n'est pas finie, puisque vous souhaitez la continuer, notamment pour arriver aux 12 premières villes qui ont rejoint le traité de Rome. Donc peut-être nous dire quelques mots sur les prochaines, ou vous laisser peut-être là. Donc on sait qu'on va, dans les 12 premiers entrants, donc on va travailler sur Braga au Portugal. Et on va travailler autour des églises qui sont très présentes. Alors, on ne va pas faire un travail sur les églises, mais comment l'église va jouer avec, un petit peu comme dans Berlin, mais pas sous forme de diptyque. En Irlande, on va travailler sur plusieurs villes. Donc, on a
il y a 13 toutes petites villes en baie. Et en fait, on fait le long de la frontière entre l'Irlande du Sud et l'Irlande du Nord. Et au Danemark, on va travailler sur Billund, qui est la ville du Lego. Et on va faire de la photographie de nuit. Là. Enfin, on va photographier la ville la nuit. Donc, toujours, on ne va pas rentrer dans le parc Lego à proprement parler, parce qu'il y a le parc et il y a les usines. Donc, on va rester en extérieur. Et voilà, on va jouer sur ce côté à la fois maquette, etc. Pour l'instant, on en est là. Il reste du travail encore.